Bonjour à tous, bienvenue sur Paulette Talks, Paulette Click. Tous les mois, on se retrouve ici pour débattre sur un sujet. Paulette, c'est un média indépendant, féminin, et on est ravis d'accueillir aujourd'hui ces 4 jeunes femmes pour parler du sujet de la place de la femme dans le sport. L'occasion rêvée, puisqu'on a cette Coupe du Monde de football féminine qui a lieu cette année en France, d'aborder le sujet de la place de la femme dans le sport. Juliette, je te laisse présenter nos invités. Merci. Alors Mélissa, tu as 30 ans, tu es ex-internationale de football, tu es doctoresse en psychosocial, coach, conférencière, et tu viens de sortir ton livre qui s'appelle Pas pour les filles, où c'est ton autobiographie, tu parles de football, de misogynie, de sexisme. Exactement. Voilà. Bonjour à toutes. Bonjour. Laura, tu as 24 ans et tu es danseuse hip-hop. C'est ça. C'est ça. Hip-hop. Kadia, tu as 29 ans, tu es coordinatrice du programme qui s'appelle Football da Forza à Paris. C'est le football donne la force. C'est un mouvement social qui permet l'empowerment des jeunes filles. Et c'est ça ? Exactement. Ok. Et tu fais du handball depuis tes 11 ans. Exactement. Okay. Bonjour à toutes. Clotilde, tu as 29 ans, tu es prof de yoga, de dynamo. Et le dynamo, c'est cette espèce de sport, enfin de vélo, du vélo en salle, quoi. Et tu as créé le hip-hop yoga. De hip-hop aussi. Moi, j'ai créé TI, donc c'est très intense hip-hop yoga. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bah, merci. Merci les filles d'être parmi nous. Avant de parler du vif du sujet, de vos pratiques sportives et de votre expérience dans le sport, on avait envie de revenir sur la genèse de votre enfance et quelle petite fille étiez-vous, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite et à quel moment vous vous êtes dit que vous vouliez faire du sport votre métier. Je me lance. Vas-y, lance-toi. Alors, moi, j'ai commencé la danse très très jeune. Enfin, c'est ma mère qui m'a vraiment mis à la danse parce qu'elle a toujours voulu danser. D'accord. Avant, mais elle n'a jamais pris le temps ou quoi. Donc, elle s'est dit, ma fille, elle va danser. Tu as commencé par quoi comme danse ? J'ai commencé par le modern jazz. D'accord. J'avais 6 ans, plus ou moins. Et après, mon frère était grave dans la culture hip-hop et tout. Il écoutait de la musique. Hip-hop Et donc, du coup, ça m'a un peu influencée dans cette direction-là. Donc, j'ai commencé à prendre un stage. Et puis, ça a été le gros coup de cœur. Donc, j'avais plus ou moins 10 ans. Et vraiment, à partir de ce jour-là, je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai envie de faire de ma vie. À 10 ans, c'est génial de pouvoir se dire ça. Ouais, carrément. C'était vraiment coup de foudre. Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai pas arrêté. Après, bien sûr, j'ai continué toujours mes études, histoire d'avoir un à côté au cas où, on sait jamais. Donc, j'étais jusqu'au BTS tourisme. Mais après, au final, dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis pas posé la question une seconde. J'ai dit, je me lance à plein temps dans la danse. Donc, j'ai commencé professionnellement, disons, à 20 ans, 19-20 ans. D'accord. Super. Mélissa, toi ? Moi, pareil, j'ai démarré très tôt. J'étais une petite fille très impétueuse et du coup, j'écoutais pas beaucoup ce qu'on me disait. Donc, j'ai des photos de moi à 3 ans en train de tirer dans le ballon comme je tire aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, c'était dans les années 90, donc les femmes venaient toujours d'avoir le droit de jouer au football, puisque officiellement... C'était interdit ? C'était interdit par le régime de Vichy depuis les années 40. Et la Fédération française de football a levé l'interdiction pour les femmes de pratiquer le foot à partir de mars 70. Donc ça venait tout juste d'être autorisé. Donc voilà, dans les années 90, c'est une passion complètement incongrue. Voir une petite fille troquer la robe pour le Bermuda et s'égratigner les genoux sur le bitume pour taper dans le ballon, c'était quelque chose d'assez inhabituel. Mais très vite, j'ai su que le football allait me sauver à double titre. C'était vraiment... pour moi, un moyen de m'émanciper à la fois en tant qu'individu, puisque je suis née dans un contexte assez compliqué, et puis en tant que petite fille et plus tard en tant que femme, m'émanciper sur le plan social et faire ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, dès 8 ans, je savais que j'en ferais mon métier, même si je ne savais pas encore à quel point ce serait difficile d'en vivre. Et moi aussi, du coup, j'ai dû continuer mes études le plus possible, puisque j'ai obtenu un doctorat par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment salvateur pour moi, le football. D'accord. Wow. Super. Toi, tu faisais du handball aussi, C'est ça. depuis le plus jeune âge, je crois. Ce n'est pas mon métier, mais c'est vrai que depuis toute petite, je suis passionnée de sport. J'ai découvert le hand à l'UNSS, au collège, comme tout le monde. Bien sûr, beaucoup d'entre nous. Voilà. Et voilà, je me suis découvert cette passion pour le handball que j'ai commencé
l'année d'après en club. Et voilà, j'ai toujours été intéressée par différents sports, mais vraiment passionnée. Et d'ailleurs, j'énervais beaucoup les gens de ma famille parce que j'étais tout le temps devant la télé, devant le sport. Et j'ai été intéressée également par les problématiques autour du sport, notamment la place de la femme et d'autres problématiques. C'est arrivé tôt, cet intérêt? On va dire qu'après le bac, voilà, j'ai toujours voulu... Voilà, parce qu'au départ, j'étais intéressée à travailler dans l'import-export. Voilà. Quand on parle de rêve de petite fille, je ne sais pas pourquoi, mais c'était plutôt cet attrait vers l'international, ouais. Découvrir d'autres cultures, d'autres mondes. Et du coup, voilà, je me suis intéressée par ces problématiques autour du sport et j'ai été bénévole dans plusieurs associations qui traitaient de ces problématiques. Et voilà, maintenant, avec Football da Força, c'est un moyen pour moi d'être active dans ce domaine et permettre à plus de filles de pratiquer le sport et d'oser. Super. Voilà. Et toi, Clotilde, comment ça a commencé le virus? Je pense à partir de ma mère, qui était déjà vachement sportive. Elle était danseuse, en fait, elle a grandi danseuse, elle voulait en faire son métier. Puis après, elle courait, elle faisait plein de sports de montagne, elle était prof de ski, etc. Donc depuis petite, en fait, j'ai fait du sport et j'ai fait plusieurs sports différents. J'ai fait beaucoup d'équitation en compétition. À 10 ans, je me suis passionnée pour le surf. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais j'avais supplié mes parents d'aller en sport-études surf et tout. Plus grosse déception de ma vie, mais ils ne sont jamais acceptés. Après, j'ai beaucoup couru, nagé. Et pareil, en suivant ma mère, j'ai fait du ski, du snowboard, etc. Le yoga, ça m'est venu après. Probablement aussi via elle, parce que via la danse, je la voyais super souple et tout. Et je trouvais ça cool, donc je pense que ça m'a un peu guidée. Mais quand j'étais à l'école, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et c'était toujours une question qui me stressait et qui m'angoissait quand je voyais tout le monde autour de moi qui savait je veux faire ci, je veux faire ça. Et moi, je disais, mais je ne sais pas, je veux juste... laissez-moi faire des trucs et peut-être un jour, je saurai ce que je veux faire. Et en fait, vraiment, la plus grosse partie de mon temps, quand je n'étais pas à l'école, c'était de faire du sport ou l'activité que je faisais. Et ça me paraissait hyper bizarre que les autres enfants ne fassent pas de sport. Mais même à l'école, en fait, j'adorais quand on avait sport. Alors qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment un calvaire, le cours de sport dans leurs études. Après, parfois, la manière dont c'est amené, je trouvais ça très... ça faisait un peu genre morose presque, c'était triste, quoi. Je sais pas, c'était pas... Enfin, moi, je rêvais, en fait, des lycées américains où les gars, ils font du sport. Ouais, il y a un vrai esprit de team. Ouais, tout le monde est à fond, et je me disais, moi, j'aimerais trop, mais bref... Du coup, je savais absolument pas ce que je voulais faire, mais je faisais du sport un peu tout. Et mon rêve, quand j'étais petite, quand j'ai vu que le surf, ça allait pas être possible, ça sera peut-être possible juste pour ma pratique personnelle, mais je rêvais de gagner les Jeux Olympiques. Alors, je sais pas dans quel sport, mais je trouvais ça ouf, cette sensation de se dire je vais jusque-là et j'arrive à... Enfin, ça m'en est... Et dès que je regardais les JO, je pleurais quand je les voyais gagner. Et je me disais, c'est incroyable. Et c'était ça mon rêve, mais après, je n'avais pas d'autres... J'aimais pas l'école, en fait. Donc, voilà. Et alors, du coup, comment vos parents ils ont réagi quand vous avez décidé de dire que le sport, ça allait être votre métier? Est-ce que vous avez eu un accueil positif? Vos deux parents étaient elles rêvaient d'être danseuses professionnelles, mais ça a été parce qu'en même temps, vous avez continué les études, donc comment ça a été? Moi, pour le coup, j'ai eu de la chance. Ma famille, elle m'a toujours poussée dans tout ce que je faisais. Enfin, on est une famille de sportifs, mes frères, ils font de la boxe. Et du coup, ça n'a jamais été un problème pour eux. Surtout que, comme j'ai continué mes études à côté, ils n'ont pas eu cette confrontation avec moi pour dire « Ouais, non, Laura, continue tes études ». Enfin, en gros, ils voyaient que je gérais plus ou moins bien l'école et puis la danse à côté. Donc, ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues. Au contraire, ils m'ont toujours accompagnée au maximum, boostée. Donc là-dessus... j'ai été vraiment bien accompagnée et je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi beaucoup grâce à eux. Parce que si j'aurais pas eu leur soutien, ça n'aurait été pas l'entourage, ça joue si beaucoup facile. Pour des choix, même quels qu'ils soient professionnels finalement. T'as été soutenue?
Pas tellement. Alors au départ, mes parents ont tenté de réorienter mes choix sportifs vers des activités dites plus féminines, donc on m'a fait essayer tout un tas de trucs, notamment le patinage artistique, c'est terrible. J'ai passé 5 minutes sur la glace accrochée à la balustrade en les suppliant de me sortir de là. C'était voilà, donc à force d'insistance et de détermination, ils ont fini par m'inscrire dans un club. Mais vous voyez, entre mes 3 ans et mes 8 ans, il s'est quand même écoulé du temps, donc voilà, j'ai eu le droit de m'inscrire dans un club à partir de mes 8 ans, alors que finalement je joue au foot depuis toujours, dans la cour de récré, dans le quartier, partout où j'allais, j'avais un ballon sous le bras et il n'y en avait que pour le foot en fait. Donc, et j'ai cette anecdote avec ma grand-mère qui, des années plus tard, alors même que le football était devenu mon métier, continuait à me demander sans cesse par téléphone quand est-ce que j'allais arrêter le foot, alors que c'était mon métier, mais c'était tellement hors de son système de pensée que c'était très bizarre pour elle que je puisse m'adonner autant à un sport, parce que c'était aussi me mettre en jeu physiquement, et elle a vu aussi les dégâts, notamment en termes de blessures, donc elle avait à cœur que j'arrête tout ça pour me préserver, je pense. Bien sûr. Et ça vous faisait pas peur en tant que fille d'aller dans un univers dit masculin, justement ? Ou vous y pensiez même pas? C'est impossible de ne pas y penser parce qu'on nous le rappelle sans arrêt en fait dans la cour de l'école. Rien que pour avoir le droit de jouer au foot, ça a été un combat de tous les instants. Ouais. C'était prouver sans cesse qu'on a sa place sur le terrain pour ne plus être choisie la dernière, pour éviter qu'on nous colle dans les buts. On se rappelle tous de ce moment où tu es choisie dans une équipe de sport co. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Qui sont choisis en premier. Ça, c'était dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que dans le pire des cas, vous étiez relégués sur le côté, dans le préau, à jouer à la marelle, à la corde à sauter. Donc voilà, ça a été difficile. Dès le départ, j'ai su que c'était un sport qui, à première vue, n'accueillait pas vraiment bien les petites filles, en fait. T'as des anecdotes, toi, Clotilde? Ouais, non, j'ai eu l'anecdote de la grand-mère aussi. Du coup, ma grand-mère, donc la mère de ma mère, c'est un peu la boss de la famille, je pense. Et du côté de ma mère, il y a vraiment ce groupe de femmes, en fait. Donc ma grand-mère, ma mère, ma tante et moi, ensuite. Où souvent, pour prendre une décision, en fait, j'ai l'impression qu'il faut passer par elle. Okay. Et ma grand-mère, un peu la décision finale. Et quand je voulais partir en Inde faire mon diplôme de prof de yoga, j'avais préparé limite un PowerPoint et tout pour dire qu'il fallait que je parte maintenant, alors que ça faisait des mois qu'elle me disait reprends les études, parce qu'après le bac, moi je leur ai dit ok ciao, moi c'est fini, j'arrête vraiment l'école, c'était vraiment pas mon truc. Et du coup ma grand-mère avait quand même accepté que je parte en Inde, mais en fait elle a mis un super long moment à me dire ah bah t'avais raison, et quand un jour je sais plus, elle m'avait vu dans un magazine qu'elle regarde, que toujours sa voisine lui donne, je sais plus quel magazine, Point de Vue, un truc comme ça. Elle avait vu un tout petit truc sur moi, elle avait dit c'est dans un magazine. Et du coup je dis bah oui, voilà, c'est marrant parce que j'attendais un peu son approbation. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est marrant. Pareil, j'avais la grand-mère qui était derrière en train de... Parce qu'en fait, elle comprenait pas en fait comment je pouvais vivre en étant prof de yoga ou sans faire des études et tout. Donc, bien sûr. Voilà. Je pense que ça concerne beaucoup de garçons et de filles. Ouais, c'est sûr. Dès lors que tu veux te lancer dans une carrière sportive ou être artiste, forcément les parents, surtout quand... si t'as pas forcément les moyens, on se dit mais attends, la sécurité, les études d'abord, c'est quelque chose qu'on rencontre tous, mais c'est là où tu vois la détermination, c'est quand c'est une vraie passion que ça devient des tripes. Généralement, tu t'accroches. Alors soit t'as la chance d'être super entouré et avec des familles qui n'ont pas peur que tu prennes des risques parce qu'ils l'ont fait avant toi, et voilà, soit il faut rien lâcher, et c'est là que tu vois que il y a des raisons. Parfois, même quand ils l'ont fait avant toi, justement, ils disent non, n'y va pas parce que c'est un bon rêve. C'est vrai. Donc, mais bon. Ok. Du coup, qui dit sport dit aussi santé. Et vous, c'est autant chez les femmes que chez les hommes, mais comment vous prenez soin de vous, que ce soit sur votre santé physique ou mentale, comment vous faites? Est-ce que vous avez des... Le yoga. Là, c'est... Et le hip-hop. D'accord. J'ai pas de routine particulière. J'avoue que même je peux parfois même négliger des aspects qui sont plus ou moins importants. Comme j'utilise mon corps, c'est vrai que les étirements, tout ça, je fais pas forcément, mais j'ai conscience que je devrais un peu plus.
le Parce que faire. là, tu viens d'avoir un petit bébé qu'on a vu tout à l'heure en coulisses, trop mignon. Et tu as fait du sport jusqu'à 8 mois. J'ai pas stoppé. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais t'es folle, tu continues à danser, mais c'est trop dangereux. Après, chaque femme a un rapport aussi avec son corps différent. Moi, je sais que j'ai une grossesse qui s'est très bien passée, donc j'ai pu aller jusqu'à 8 mois de danse. Donc, pour le coup, je sentais que je pouvais y aller, donc j'ai été. Après, est-ce que c'est parce que je suis aussi jeune ou je sais pas, mais en tout cas, ou alors parce que j'ai habitué mon corps aussi à tout le temps faire du sport et du coup. On en parlait tout à l'heure. Il y a également des coachs avec qui tu travailles qui elles aussi ont été jusqu'au bout sur d'autres pratiques sportives, donc finalement. Après, quand on a conscience de son corps et de toute façon on l'utilise tous les jours, dans la danse ou dans n'importe quel sport en soi, donc du coup on sait aussi s'écouter et savoir où est-ce qu'elle est notre limite et où est-ce qu'on peut aller aussi. Donc, je suis contente d'avoir pu partager des moments de danse avec ma fille dans mon ventre. Génial. C'était une autre approche. Et le retour, en fait, comment ça La redanser après avoir reprise, forcément, on appréhende un petit peu parce que il y a eu tellement de changements aussi, l'équilibre, puis même physiquement, les muscles qui fatiguent parce que du coup, pendant 3 mois, plus ou moins, t'as pas bougé et tout. J'appréhendais et finalement, ça a été plutôt bien. J'ai repris là, il y a 1 semaine, donc à 1 mois et demi. Ça va, j'ai fait les rééducations nécessaires aussi. Je me suis pas jetée dans la gueule du loup. Faire attention quand même à son corps, mais je touche du bois. D'accord. Tout se passe très bien. Je reprends tranquillement après aussi, petit à petit. Ok. Mais ça, dans le foot, il y a. Enfin, je sais pas si toi, tu as des enfants ou si tu en as eu pendant que tu jouais ou si. Ça arrive aussi qu'il y ait des joueuses de foot qui... Très rarement parce que pour l'instant, c'est considéré comme quelque chose qui est de l'ordre de l'après-carrière. Il y a très peu de joueuses qui aujourd'hui considèrent que la grossesse peut être une parenthèse dans la carrière, malheureusement. Et c'était un peu comme si en fait la plupart mettaient un terme à leur carrière pour pouvoir avoir des enfants, comme si en fait on fermait la parenthèse. Ouais, et puis comme si on fermait la parenthèse sur une période un peu grotesque de notre vie, un peu rigolote, mais que maintenant on allait passer aux choses sérieuses, quoi. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Je sais que dans d'autres sports ça se fait très bien et dans d'autres pays aussi, dans d'autres cultures. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que ça pourrait être super chouette que d'avoir un enfant pendant la carrière qui puisse après suivre sa maman sur les bords du terrain, l'encourager durant les matchs, etc. Mais ça se fait pas beaucoup. En tout cas, j'en connais très peu. Ouais. Okay. Après, c'est pas une chose facile non plus. Ouais. Enfin, je sais que beaucoup de femmes, elles ont peur. En tout cas, même moi, des danseuses, j'en connais beaucoup qui retardent un peu leur grosse, le fait d'avoir un enfant parce que elles aient peur que ce soit un frein carrément à leur carrière. Bien sûr. Et je trouve que c'est quelque chose de dommage parce que, au final, je trouve que c'est un truc qui te booste encore plus par la suite. Et puis il y a d'autres athlètes qui l'ont très bien fait, qui ont été capables de revenir. C'est clair. Voilà, toi, tu as pratiqué jusqu'à 8 mois et demi. Enfin, je veux dire, si ça se passe plutôt bien... Serena qui a repris juste après. Ouais, voilà. Ouais. C'est assez variable. En tout cas, je pense que même dans le cas où il y a 1 an d'arrêt, ça peut être le cas pour une blessure. Je veux dire, les croisés, c'est aussi 6-7 mois d'arrêt, voire 8. Donc, il faut juste être conscient que c'est possible. Voilà, c'est ça. C'est ça, leur dire qu'il y a Cléopâtre Darleux en handball qui est en 2e grossesse et qui joue aussi. Voilà, il faut y aller. C'est plus fréquent dans le handball quand même. Ouais. Oui. J'en ai beaucoup entendu parler. Ouais, c'est bien. Et le gros truc aussi dans la santé de la femme, c'est tout ce qui est SPM. Donc on en a parlé dans la dernière émission, c'est le syndrome prémenstruel, tous les douleurs qu'on peut ressentir avant d'avoir ses règles, mais aussi au niveau du mental. Enfin, on est triste, on a des pics émotionnels. On est triste, on mange, on est fatigué surtout. Et puis il y a aussi ce problème des règles. Est-ce que ça vous a touché dans votre pratique du sport? Est-ce que vous ressentez ça au quotidien? Est-ce que ça a mis en danger un match? Enfin en danger entre guillemets. Est-ce qu'on est prête pour un match alors qu'on n'est pas bien? On a juste envie de frapper tout le monde, on a envie de rester chez soi. C'est peut-être un peu extrême, mais non, c'est vrai. En plus, hormonalement parlant, t'es fatigué, t'as pas envie d'aller courir sur un terrain.
À titre personnel, moi, j'étais pas spécialement concernée puisque je suis plutôt quelqu'un. Enfin, je suis aménorrhée en fait, donc moi, la pratique à haut niveau a stoppé tout cycle menstruel. J'allais dire pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est-à-dire qu'en gros, en faisant du sport à haut niveau, ça t'a coupé tes règles, quoi. En tout cas, je les ai jamais vraiment eues naturellement, donc je les avais de façon fictive par le biais de la pilule. Néanmoins, en les ayant quand même fictivement, les seules contraintes que j'y voyais, j'avais pas spécialement de douleur, contrairement à certaines de mes coéquipières qui étaient extrêmement fatiguées et pour lesquelles c'est très dur. Moi, le seul inconfort que j'y trouvais, et j'ai trouvé dommage qu'on ne soit pas sensibilisé au fait qu'il y avait différentes protections hygiéniques, mais notamment les tampons qui sont parfois insupportables et qui font mal, qui s'en vont en plein milieu de l'entraînement, alors il faut courir aux toilettes pendant l'entraînement, c'est terrible. Alors que désormais avec la cup c'est quand même beaucoup plus facile et ça aurait été plus simple si on nous avait informé de l'existence de ces différents moyens de protection. Ça émerge tout doucement, là maintenant on en parle de plus en plus. L'importance des coachs, que des coachs soient formés pour ça, pour accompagner les jeunes filles. Exactement, et ça fait partie de la formation football d'Aforsa, c'est de sensibiliser les filles de l'existence de ces alternatives. Il y a la culotte pour règles, il y a des trucs qui... Oui, on en a parlé la dernière fois, ces nouvelles culottes qui sont arrivées sur le marché, qui sont vraiment géniales, avec un tissu particulier qui fait que tu n'as pas du tout l'impression de porter tes règles sur toi, entre guillemets, et tu restes sec, et ça peut être une des alternatives, entre guillemets, mais il y en a de plus en plus, donc c'est super. Toi, dans ta pratique, justement... Moi, j'ai jamais eu des règles importantes. D'accord. Et j'ai jamais eu de douleur, etc. Donc, même pas des fluctuations de ton ça, humeur, par contre, où t'es ça, pas je bien, sais, à telle période dans le mois, si j'ai vraiment, en fait, mon moral qui baisse, et c'est pas ma première réaction de me dire « Ah, c'est à cause de ça ». Ouais. Mais en fait, juste si j'y réfléchis quand tu regardes 2 secondes, ton cycle et tu réfléchis, voilà, c'est ça. Ah ouais. Et après, je pense que ça va avec tout ce qui va dans le yoga et tout, mais je me laisse en fait avoir des humeurs qui bougent et ça fait vraiment partie de nous-mêmes en fait. Les règles, ça fait partie de la femme et de nous-mêmes et ces humeurs-là aussi. Donc, je vais pas m'expliquer. On n'a pas... Mais au sein de certaines compétitions, des fois, où justement, oui, c'est sûr, moi je connais pas ça, confronté à ça, si tout d'un coup tu as un match ou quelque chose et que tu es dans cette situation-là, ça doit pas être évident parce que c'est pas quelque chose dont on tient compte. Ouais. Et du coup, ça crée un petit désavantage quand même. Ouais, sur la fatigue, je sais qu'il y avait beaucoup de mes coéquipières qui étaient extrêmement fatiguées. Sur les humeurs, ça se résumait simplement au fait « Oh, me faites pas chier, j'ai mes règles ». C'était très direct et au moins ça permettait de mettre les choses au clair. Mais effectivement, sur la fatigue et sur la prise en compte, notamment dans l'entraînement, je pense que ce serait intéressant de pouvoir... je sais pas comment on pourrait... évaluer ça. Je sais que maintenant, il y a des applications au sortir des entraînements. Vous évaluez votre fatigue, votre perception aussi de votre fatigue, parce que c'est extrêmement subjectif comme facteur. Donc, on peut noter sur 5 étoiles différents facteurs. Voilà, est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je me suis sentie bien, en confiance? Donc, ça pourrait être des paramètres qu'on pourrait prendre en compte pour moduler un petit peu l'entraînement. Mais on est encore assez loin de tout ça quand même. Voilà, on a parlé du côté négatif, mais il y a aussi, juste après les règles, on a un taux de testostérone qui s'élève. Et donc, on est beaucoup plus motivé, on est moins fatigué, du dynamisme. Enfin, ça peut aussi... ça peut se balancer, quoi. Il n'y a pas que du mauvais non plus à avoir nos règles, mais voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça fait partie on n'a pas le choix, mais souvent, les sportifs, on les oblige à prendre une pilule qui fait qu'on arrête les règles. Et franchement, la pilule, on a chacune notre point de vue là-dessus, mais perso, jamais on me refera la prendre, en fait. Donc, je trouve ça triste qu'on soit forcé à devoir forcé, on prend la pilule d'écouter le corps et d'écouter un peu les sensations. Je sais pas ce qui pourrait se faire, mais voilà, tu prends la pilule, tu te bouffes des hormones pendant je sais pas combien d'années, c'est chaud, quoi. Voilà. C'était la minute. On va enchaîner sur justement la place de la femme vers celle de l'homme. Coach, prof, l'approche de l'apprentissage via les femmes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas énormément encore, en tout cas d'un point de vue... je ne sais pas si l'équipe de France, d'ailleurs, elle est entraînée par une femme.
Si, Alléluia, depuis très peu de temps. Ça fait peu de temps. Ouais. D'accord, ok. Et alors du coup, selon toi justement qui a eu l'expérience, est-ce que ça change quelque chose ou pas du tout? Et au contraire, Alors moi qui ai travaillé sur les stéréotypes de genre durant mon doctorat, je suis contre toute forme d'essentialisation des différences. Donc je considère avant tout les gens comme des êtres humains qui sont le reflet d'une expérience qui leur est propre, qui sont le reflet de leur vie personnelle, de leur expérience. Et pour moi, c'est pas du tout lié au sexe. Probablement que si on trouve actuellement des différences dans la façon de coacher ou d'apprendre les choses, c'est simplement parce qu'on a socialisé nos enfants différemment. C'est pas du tout lié au biologique. Et donc c'est une position que je défends et j'évite toujours d'aller sur ce terrain-là, de comparer les femmes et les hommes, de dire foot féminin ou foot masculin. D'ailleurs, on ne dit pas foot masculin, on dit foot tout court, mais j'évite d'entrer dans ces débats-là. D'ailleurs, je discutais ce matin, mais on ne dit jamais danse féminine ou danse masculine, alors qu'on parle toujours de foot féminin. Mais j'évite toujours d'aller vers l'essentialisation parce que ça revient à tomber dans les clichés et c'est clairement pas mon point de vue en tout cas. D'accord. Mais on sait que dans le monde du travail, de manière générale, il y a différences qui se font. Est-ce que justement dans le sport, il y a des différences qui se ressentent quand même? Justement entre les genres? Pas du tout en fait. Moi je trouve que ça dépend juste des gens. Vous avez des gens qui sont extrêmement bienveillants, d'autres qui sont plutôt du style autoritaire. C'est pas du tout lié au sexe. J'ai eu des coachs femmes extrêmement autoritaires, très peu affables, et j'ai eu à contrario des hommes extrêmement bienveillants qui étaient toujours très soucieux d'être en empathie avec nous, d'être à l'écoute. Donc j'ai pas ressenti ça comme ça, et peut-être aussi parce que j'ai pas le filtre social qui me permet de percevoir ce qu'on attend justement des femmes et des hommes. Donc, mais non, pour ma part. Ayant été dedans depuis toute petite, finalement, t'es... Oui, puis en ayant travaillé sur les stéréotypes, c'est vrai qu'on a un autre regard. On essaye d'être moins empreint de ces clichés et de regarder la réalité telle qu'elle peut être de façon plus objective, on va dire ça comme ça. D'accord. Et est-ce que la notion de sororité, elle existe parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup depuis justement tout cet empowerment féminin qui est présent. Et là, on ne parle pas que dans le sport, on parle de tout en général. Et donc, qui amène comme on a ce côté bros entre mecs et ce côté sœurs entre filles. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans le monde du sport? Est-ce qu'il y a... on en parle dans plein d'autres choses, mais est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, ou est-ce que, comme tu dis, il n'y a pas de genre et en fait, c'est juste un esprit d'équipe comme un autre et je sais pas. Moi, je pense que c'est plus un esprit d'équipe. Enfin, plutôt que de parler de sororité, je parlerais d'esprit d'équipe parce qu'au sein de... je pense qu'au sein de moi, vu que je fais un sport collectif, avec mon équipe, on a cette vie de club, cette vie d'équipe, et d'ailleurs qui n'est pas seulement sur le terrain. Et c'est ce qui crée, en fait... c'est ce qui fait le fait de se dire nous, il faut qu'on ait autant d'équipements, autant de valeur en fait que ce que la direction du club donne à la section masculine. Voilà, c'est cet esprit d'équipe et c'est de se dire on mérite autant que les sections masculines. Et donc voilà. Plus que de parler de sororité. Je te passe la balle. Okay. Merci. À votre avis, comment le sport émancipe la femme? Il joue un rôle, en tout cas vous l'avez mentionné tout à l'heure en disant que justement le choix de vos pratiques sportives c'était aussi une manière de, je crois que tu en parlais tout à l'heure, de t'émanciper en tant que femme dans ton milieu, de là où tu venais, dans ta famille. Oui, c'était pas juste une façon d'être féministe, c'était aussi sortir du classisme qu'on peut voir dans beaucoup de milieux. Mais c'est vrai que le sport, à titre personnel, m'a permis de prendre confiance en moi, de réaliser que j'étais douée pour quelque chose et donc du coup de m'impliquer à fond dans ce sport. Et puis aussi, je reste convaincue que le sport de manière générale, pas que le football, mais ça permet de prendre la place, prendre l'espace, c'est-à-dire prendre sa place dans l'espace public, prendre sa place à l'école, prendre sa place dans la sphère professionnelle. Et c'est vrai que quand on a touché au sport, on est peut-être plus à même de prendre cette place qu'on ne nous laisse pas forcément par ailleurs,
Donc, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un vecteur d'émancipation significatif. Ça t'a donné confiance, toi? Ouais, bah, moi, comme je dis, enfin, comme nous toutes d'ailleurs, j'ai commencé toute petite et ça m'a vraiment accompagnée. Je connais pas ce que c'est de pas faire du sport, en fait. Bah oui. Et c'est quelque chose de logique de l'avoir et c'est un outil, en fait, dans la vie pour se trouver, pour réaliser qui on est, communiquer avec les autres aussi. Moi, ça m'a énormément aidée parce que j'étais hyper timide avant et vraiment, vraiment super timide. Et ça m'a aidée à m'ouvrir, à pouvoir à parler, en fait, dire ce que je pensais, à aller là où j'avais vraiment envie d'aller, vers ce qui me correspondait vraiment. Et comme tu disais, moi, j'ai pas envie de voir l'homme et la femme. En fait, c'est vraiment chaque personne est différente. Et quand je donne un cours, je me dis pas il y a des hommes, il y a des femmes. Je prends vraiment les mecs et les nanas. Comme ils sont, je me dis pas, ok. Mais c'est important que vous fassiez ça, mais c'est marrant parce que dans l'autre sens, souvent, on prend les différences. C'est-à-dire que c'est hyper important, et on est 100% d'accord sur le fait qu'il ne faut pas faire de différence, mais pendant des années, on nous a traités différemment, justement, parce qu'on était des femmes. Et donc, c'est là où c'est important, justement, maintenant que les femmes prennent de plus en plus de visibilité et de place, qu'elles puissent, elles, montrer qu'il n'y a pas de genre il y a une responsabilité, je pense. Justement, de ne pas rentrer dans les mêmes travers qui ont été ceux du passé. Oui, et du coup, parfois, j'ai l'impression que ça nous force à dire je suis féministe ou quoi, mais en fait, c'est même pas je suis féministe, c'est juste je suis pour l'être humain, en fait. C'est humaniste. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une définition du féminisme le terme féministe est plutôt adapté parce qu'il y a une nouvelle vague de féminisme. Mais en fait, je veux juste l'égalité de tous les genres, de tous les sexes, de peu importe son orientation sexuelle, son milieu social. Donc, parce que féminisme, aujourd'hui, on a encore un peu de mal à le définir. Il est plus ajusté à ce. C'est plus l'image de je déteste les hommes ou quoi. C'est pas ça. Moi, si quelqu'un fait mon cours, j'aime tout le monde, en fait. J'ai envie que tout le monde kiffe. Si tu traites tout le monde de la même façon. Voilà, exactement. Et il n'y a pas de... Je pense que le terme féminisme, il a été clairement galvaudé, en fait. À la base, le féminisme, ça n'a jamais été de vouloir le combat contre les hommes. Ça a été de récupérer des droits qui devraient être les nôtres. Mais là où je te rejoins, et c'est important ce que tu as dit, c'est qu'il ne faut certainement pas retomber dans le travers. Et souvent, on tombe dans ce travers-là en se disant... On va féminiser, je sais pas, les postes à responsabilité parce que les femmes, elles ont un leadership différent, elles sont plus empathiques, etc. En fait, on retombe exactement dans les mêmes schémas. On retombe dans les stéréotypes qui veulent que les femmes seraient différentes des hommes et que leur trait de personnalité, leur comportement serait entièrement et exclusivement expliqué par la biologie. Ce qui est complètement une hérésie, en fait, de penser comme ça. Donc, quand on est dans cette optique de considérer les gens pour ce qu'ils sont, pour leurs qualités et leurs défauts, on avance beaucoup plus et on est, j'allais dire, beaucoup plus dans la diversité et dans l'inclusion. Et c'est tellement plus facile de considérer les choses sous cet angle-là. Et pour rebondir sur ce que disaient les filles, sur le fait que ça permet de s'émanciper, de prendre des décisions par la suite, pas que autour du sport, mais même de façon personnelle. Et c'est la raison d'être de Football La Forza. C'est pas seulement transmettre des valeurs sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est transposable de toute façon. Exactement. Et en fait, en ce moment, on vit quand même, il y a un engouement pour le sport féminin. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est lié à la libération de la parole de la femme qui est assez récent, au MeToo? Est-ce que vous avez l'impression que ça fait plus longtemps qu'on en parle ou alors c'est vraiment récent cet engouement pour le sport? C'est vrai que je trouve que dernièrement, clairement, il y a ce truc de oui, la femme, il faut qu'elle prenne ses positions. Moi, j'ai l'impression vraiment autour de moi que les femmes sont en mode, en tout cas dans le milieu de la danse, en ce moment, c'est très récemment, là, il y a des sessions de training juste pour les femmes qui se sont un peu ouvertes, où il y a un truc on a envie de se porter et vraiment de se dire, allez, on y va, on a autant notre place que les hommes. Et en soi, la danse et le hip-hop, c'est pas du tout une danse qui est... On se dit qu'elle est masculine parce que c'est quelque chose qui est assez impulsif, parce que ça vient des battles, de la rue, donc on connote ça un peu au milieu masculin, mais absolument pas. Il y a aussi dans la danse et dans le hip-hop une douceur qui est amenée. Et du coup, il y a ce truc où vraiment les femmes, en ce moment, on est vraiment ensemble et on se dit, vas-y, on prend notre place
autant on l'a en fait aussi bien que les hommes. Et donc du coup, il y a ce truc qu'on va se regrouper ensemble, mais c'est pas pour... oui et non, parce que c'est pas non plus pour s'éloigner et faire une différence justement avec les hommes. Ouais, voilà, mais c'est plus se dire que vas-y, en fait, on se booste. Et, parce qu'on a souvent tendance à se mettre de côté, ou par exemple dans les battles, c'est des trucs qui sont inconscients. Mais moi, un jour, je jugeais un événement et j'étais donc la seule fille juge avec 2 autres garçons. Et on devait sélectionner des danseurs. On organisait les battles et du coup, les garçons disent bah tiens, on va mettre les 2 filles l'une contre l'autre. Et moi, je pose la question instinctive et je regarde et je dis ben pourquoi en fait les 2 filles devraient s'affronter et pas danser contre un garçon. Et là, il s'est arrêté et il a pas su quoi me dire en fait. Et j'ai trouvé ça un peu incroyable que ce soit quelque chose qui soit installé en fait avec le temps et ça devient quelque chose de naturel et ils sont même pas capables en fait d'expliquer pourquoi ils font ça. Et donc je pense que ce mouvement-là c'est plus pour justement enlever ces mauvaises habitudes qui se sont installées avec le temps et plus ouais c'est ça et vraiment se mettre sur la même échelle Et tu sens que ça évolue, tu sens qu'il y a un changement d'un point de vue garçon? Je me pose même plus la question du coup. Tu es dans une troupe mixte aussi? Ouais, moi j'ai un groupe exclusivement féminin et puis j'ai un groupe aussi où du coup je suis la seule fille. Donc je sens pas forcément de différence. Okay. Peut-être je dirais plus que dans le groupe avec qui j'ai que des garçons où ils ont ce truc de comme je suis la seule fille, ils sont un peu plus doux, c'est genre c'est la fille du groupe. Mais bon, en soi, niveau motivation, niveau danse, niveau entraînement, il n'y a absolument pas de différence. Et c'est pour ça qu'en général on me dit oui, qu'est-ce que ça fait d'être une fille dans la danse hip-hop, je sais pas trop quoi répondre parce que... Ça vous fait quoi d'être un homme dans la danse hip-hop? Ça, en soi, ça change rien à ma vie. Et puis je pense que si tu veux avoir ta place, tu peux te la faire facilement en fait. Ouais. C'est en soi toi comment tu vas te placer par rapport aux autres. Et c'est plus par rapport à ça qu'on se regroupe et on se dit allez, on y va en fait. Oui, mais la sororité, elle est extrêmement importante. Là, il y a un train qui est en marche et que je pense que les femmes sont en train de monter dedans. Et c'est extrêmement important parce que dans tous les systèmes de domination, la principale action, c'est de diviser les opprimés. Et les femmes, pendant longtemps, ont été divisées pour différentes raisons, parce qu'on leur a fait croire que finalement, elles n'auraient dans la vie accès qu'à des boulots que par leur physique et par leur beauté, etc. Et que du coup, elles étaient en concurrence les unes avec les autres. Et aujourd'hui, on est dans un élan de sororité qui est essentiel, parce qu'on prend conscience que finalement, c'est ensemble qu'on va aller chercher les droits qui nous reviennent, qu'on va aller chercher les places qui nous reviennent, et que de toute façon, c'est inévitable. Les femmes, aujourd'hui, sont la moitié de la population française. Elles sont la moitié de la population mondiale. C'est comme ça. Mais surtout, ça veut dire une seule chose, c'est qu'elles doivent être la moitié de tout, partout, dans tous les endroits. Et que c'est inévitable. On est en route pour ça, et que cette sororité-là, naissante, elle ne veut pas dire qu'on est contre les hommes, elle veut simplement dire qu'enfin, on a compris qu'ensemble, on pouvait aller aussi chercher ce qui nous était dû. Bien sûr. Il y a un célèbre jeu de foot, ça fait seulement 3 ans qu'ils ont intégré le football féminin dans leur gameplay. Ça passe en fait par les jeunes garçons qui jouent plutôt à ça. Est-ce que l'évolution des mentalités peut passer Bien par sûr que ça joue, parce que c'est des... En fait, on crée des modèles. Enfin, il faut que les filles puissent... s'identifier quelque part, que ce soit dans les jeux vidéo dans les jeux vidéo ou bien dans les matchs que tu vois à la télé, dans les matchs, dans les médias, sur les plateaux TV, où il y a des consultants, où les 9/10 sont des hommes. Voilà, il faut que tout ça change pour qu'on puisse voir, parce qu'on est dans un monde où il y a des écrans partout. Bien sûr. Le manque de représentation, il est quand même énorme. Et c'est clair qu'on en parlait tout à l'heure, ce que vous faites avec Football Da Forza, mais l'idée d'empower les filles à se dire, si tu sens au fond de toi que tu as envie de faire ça,
tu as des exemples et des modèles aussi auxquels tu peux t'identifier, parce que si tu n'as pas la chance d'avoir justement un parent qui t'a pu te guider vers ça, alors que toi, au fond de toi, tu sentais que c'est ça que tu avais envie de faire, et si tu les vois pas à la télé, et si tu les vois pas dans le monde qui t'entoure, comment tu te dis que c'est pour toi finalement? Faut sacrément, enfin, t'as dû t'accrocher, je pense, pour faire ce que tu as fait, surtout comme tu en parlais tout à l'heure, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles de représentation. Je suis pas sûre que tu t'identifies à énormément non, mais pas du tout. de femmes footballeurs. Aux hommes, en fait. Moi, je m'identifie à Zinedine Zidane, et peut-être que ça aurait été beaucoup plus simple si effectivement j'avais des modèles d'excellence femmes qui étaient projetés. Et effectivement, c'est essentiel d'avoir des rôles modèles, et puis ça participe aussi à construire nos petits garçons, à leur donner autre chose à voir, à les socialiser différemment. Donc oui, c'est essentiel. Alors les rôles modèles et les soutiens, et c'est parti, quoi. Est-ce que vous avez des mentors, les filles? Je sais pas, il y a des gens que vous avez regardés, peut-être qui peuvent être, bon, toi tu disais Zidane par exemple, et qui ont pu vous inspirer. Même si c'est masculin. Hein. Ouais, des gens qui vous ont inspiré, que vous avez regardés. Ah ouais, moi, forcément, j'ai ceux qui m'ont. Enfin, c'est mes profs, mes enseignants, c'est Niako, c'est Pifly, c'est les gens qui m'ont appris à danser. Pour le coup, je leur dois énormément. Et puis c'est aussi Marion Motin, et du coup, qui est une grande danseuse hip-hop, une grande référente. Et pour Elle moi, est là depuis longtemps? Ouais. Bah, je dirais presque quand le... Enfin, j'abuse peut-être un peu parce qu'elle n'est pas si vieille que ça, mais j'allais dire quand le hip-hop est arrivé en France. Mais non, enfin, je veux dire, elle a été là, ça fait partie des premières générations de danseuses. Et encore aujourd'hui, maintenant, elle fait carrément sa place. Et enfin, moi, je la respecte énormément parce que du coup... sa carrière, sa détermination, et c'est vraiment pour moi un exemple qui m'a vraiment boostée dans la danse, et en plus c'est une femme, donc... Quoi de mieux? Ouais. T'avais des modèles, toi? Ouais, j'ai toujours adoré l'idée de faire du sport à haut niveau. J'ai toujours regardé beaucoup les femmes athlètes, elles m'ont toujours hyper inspirée. Après, c'est un peu cliché, mais vraiment, Serena Williams, je la trouve incroyable. Ouais, c'est bien. Plus ça va, en fait. Elle est... Ouais, c'est incroyable. Plus ça va. J'ai l'impression qu'elle en a vu toute... Enfin, elle a pris cher, quand même. Et... Sans mauvais jeu de mots. Non, mais... Non, elle est vraiment incroyable. Après, dernièrement, je regardais pas mal un peu ce qui se passait avec... je sais plus son prénom... C'est Maya. Ah oui, c'est Maya. Caster Semenya. C'est ouf son truc. Tu peux expliquer pour les téléspectateurs? En fait, elle est née. C'est une athlète en athlétisme. Elle fait 800 mètres, je crois. 800 et 400. Ouais. Et elle est née en fait avec un taux de. Enfin, son corps produit plus de testostérone que la normale. Que la normale, ouais. Elle a des chromosomes XY aussi. En fait, elle est hyper androgène. Et du coup, ça l'a porté tout le temps préjudice dans toutes ses compétitions. Pourquoi? Parce qu'elle est trop forte pour les femmes. Ouais. Et c'est fou parce que tu dis si ça se passait chez les hommes, je pense que ça serait pas du tout la même histoire. Et du coup, il y a eu des. Ouais, et il y a eu des lois exprès contre elle, en fait, pour qu'elle arrête en fait, de courir sans prendre un traitement, en fait. La FIA a interdit à Caster Semenya et à d'autres, c'est pas la seule, du Tichang en fait partie, mais il y en a d'autres aussi. A interdit aux athlètes hyperandrogènes, donc qui avaient un taux de testostérone extrêmement élevé et qui balayaient d'un revers de main tous les records en fait mondiaux. Ont interdit à ces femmes-là de pratiquer. Donc Caster Semenya est interdite de compétition. Elle n'a pas le droit de pratiquer. Sauf à se faire injecter des oestrogènes ou à se faire réduire chirurgicalement le clitoris. Oh my god, c'est horrible. Ouais. En 2019. Mais la raison est simple, c'est que là encore, on vient suspecter l'identité de femme, c'est-à-dire que, en gros, vous êtes trop forte pour être une femme. Je crois qu'elle a fait je crois que c'était une campagne avec, son sponsor, je ne sais pas si on peut le dire le nom. Voilà. Et elle disait en fait, ce qui vous gêne tous, c'est juste que je suis trop forte en fait. Ouais. C'est ça. Incroyable. Elle a fait une photo avec toutes ses médailles, tous ses bras, son cou, c'était absolument dingue. C'est incroyable. Ça se passe en ce moment. C'est fou que ça se passe en 2019. Wow. Ouais, c'est un modèle aussi, parce qu'elle prend des positions. Comme Serena Williams. Serena Williams, c'est de la combinaison. Sa combinaison, elle s'est faite. Voilà, alors qu'en fait, il y avait des raisons aussi médicales, notamment pour un retour de grossesse. Et du coup, on en vient encore à considérer que les femmes sont avant tout des objets qui doivent être sexuels, désirés, désirables, et que ça passe par les tenues et que ça passe aussi par l'apparence, parce que Caster Semenya, elle refuse
d'être en bikini. Elle a des longs Bermudas, donc on la suspecte d'être autre chose qu'une femme. C'est terrible. Ouais, c'est incroyable. C'est comme une chasse aux sorcières Ouais. en 2019. Quoi. C'est ça. C'est exactement ça. fou. Ouais. Et en fait, après une carrière comme ça, quand on a fini de jouer ou d'être sur le terrain, de donner des... Enfin, on a moins le corps pour. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'après Les options. Ouais, les options. Et ça, raconte-nous l'après. C'est ça, quand on pense à retraite l'après, en fait, c'est très variable. Il y a autant d'après que d'individus. Pour ma part, j'ai toujours gardé en tête l'idée de faire les deux en parallèle. Donc, j'ai réussi à mener de front mon doctorat et ma carrière à haut niveau. Ça n'a pas été forcément très simple, mais en tout cas, je m'y accrochais parce que je savais d'où je venais et je savais que je ne voulais pas y retourner. D'accord. Donc voilà, et puis quand l'après-carrière est arrivée, c'est arrivé soudainement. En fait, il s'avérait que ma blessure était plus grave que prévu et d'un seul coup, ça a été récurrent, j'ai eu pas mal de soucis au genou et la dernière blessure est une atteinte du cartilage assez grave. Voilà, donc quand le médecin m'annonce que c'est la fin, moi je suis pas du tout prête, quoi. Il y a les JO de Rio, il y a la Coupe du Monde au Canada, enfin il y avait plein de choses qui arrivaient et pour lesquelles j'aspirais encore. Donc ça a été très difficile, mais j'imagine que ça l'aurait été d'autant plus si je n'avais pas poursuivi mes études en parallèle. Donc pour ma part, j'ai eu la chance de très vite monter sur scène pour une conférence TEDx qui a tout de suite eu un vrai succès. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter sur scène pour passer des messages aux gens. Et voilà, tout s'est fait très vite. On en a besoin en plus. Hein. Ouais. Et justement, à l'occasion de cette Coupe du Monde là, qui a lieu, donc Coupe du Monde de football féminine, qui se passe en France, où l'équipe de France est bien favorite et qui commence dans quelques semaines, 2 semaines, dans quelque chose 7 juin, ouais. Voilà. Est-ce que justement, vous, qu'est-ce que vous attendez un peu de tout ça? Est-ce que vous trouvez déjà qu'elle est assez médiatisée? Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Bah ouais, c'est sûr. Enfin, on a envie que ce soit vachement mis en avant pour justement, je pense encore une fois montrer plein d'autres modèles et pas juste être dans une case en fait pour vraiment élargir et ouais, peut-être amener quelque chose de pas différent parce que quelque part nous on connaît tout ça, mais de montrer vraiment publiquement que les femmes sont ouf quoi aussi. C'est clair. Mais ouais, je trouve ça dommage que... Enfin, moi, je trouve que c'est pas... Assez je veux dire pas médiatisé. du tout presque médiatisé parce que moi, je suis au courant parce que du coup, je suis un peu dans le secteur Bien du sûr. sport, etc. Mais au-delà de ça, j'en parlais avec une amie qui est pas du tout forcément dans le milieu du sport, etc. Et elle me dit, bah non, je suis pas du tout au courant. Ah ouais. Et je trouve que, ouais, il y a une désinformation, en tout cas par rapport à ça, qui est assez grande. Et c'est dommage parce que ça pourrait avoir un engouement aussi élevé que la Coupe du Monde masculine. De l'année dernière, Enfin, en bien vrai, c'est le même enjeu, donc en soi, je trouve ça quand même vraiment dommage. Et c'est vrai que je vois pas. T'en nulle vois pas part, assez. Tu trouves aussi? C'est intéressant d'avoir ce point de vue parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une médiatisation accrue, notamment ces dernières années. Mais c'est vrai que nous, C'est comme ça, on parce est qu'on est dans le dans milieu, le on est dans le milieu, voilà. Oui, j'allais dire que vous aussi, forcément. C'est pour ça, mais on se rend compte qu'enfin, moi, quand je cherche des informations sur la Coupe du Monde féminine, il faut aller la chercher, ou bien c'est des médias qui sont spécialisés. Il faut être intéressé, Mais quoi, voilà. c'est sûr, si tu te poses pas la question. Dans les médias qui ne sont moins pas mainstream spécialisés, que- voilà, on ne parle pas forcément de la Coupe du Monde. Et puis, comme elle disait, voilà, si on demande à des gens qui ne sont pas branchés Un sport, micro-trottoir dans la rue. ils ont su que la France a gagné la Coupe du Monde 2018 masculine, mais par contre, le premier match de l'équipe de France, Féminine. c'est quand? Ah, c'est en France. C'est pour ça que c'est important qu'on soit là et qu'on en Ouais. parle. C'est un noble. C'est quoi votre plus grand souhait, justement, pour la place de la femme dans le sport, chacune de votre tour? Si vous aviez une petite baguette magique. Si j'avais une baguette magique, j'aimerais que partout dans le monde, les petites filles puissent pratiquer le sport qu'elles ont envie et surtout puissent pratiquer du sport parce qu'il y a encore des endroits dans le monde où elles n'ont ne serait-ce que pas le droit de pratiquer du sport. Et puis que dans les cours d'école, garçons et filles se mélangent, puissent jouer au jeu de ballon ensemble. Ce serait tellement bien, ça. Des envies particulières, vous? Ouais, peut-être que ce soit, pardon, non, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Qu'à l'école, ce soit plus.
enfin, que ce soit aussi important que les cours de maths, en fait. Que ce soit, Revaloriser le voilà, sport. que les gymnases, ils soient plus, enfin, je sais pas, sympa, enfin... Que ça donne envie. Ouais, que ce soit mis au même niveau, je pense que le français, les maths, enfin... Ouais, c'est vrai que le sport, le sport est considéré comme une matière. À part. C'est une matière... Ouais. Mais du coup, en fait, ça dirige un peu tout de suite les enfants, je trouve, dans... Ouais, le sport, c'est peut-être un peu moins bien que... Bien sûr que les maths. Tu vois, enfin, et ça dépend, parce que comme tu dis, chacun est différent, et ça se trouve, il va être trop fort en sport ou en maths, et... Enfin, c'est déjà diriger les gens dans un truc... C'est biaisé. Enfin, hyper précis, alors que... Enfin, par exemple, moi, j'adore le sport, et... Ah bon Voilà. Non, mais ouais, que ce soit plus mis en avant, enfin, ou qu'il y ait plus de moyens de découvrir des choses quand on est enfant, en fait, via l'école, en fait, tout simplement. Que ce soit moins secondaire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Que ce soit comme aux États-Unis, quoi. Mieux encore. Bah, moi, je dirais que les femmes puissent avoir la place qu'elles doivent avoir, en fait. Moi, je vais parler encore un peu de la grossesse, mais je trouve que c'est vraiment dommage que beaucoup de femmes mettent un frein sur leur désir personnel parce qu'elles sont dans une certaine carrière et qu'elles aient peur que ça finisse leur carrière ou que... Ça s'applique même dans le travail, en compte, soit t'es carriériste, soit tu veux avoir des enfants. Les deux sont possibles. Et moi, ce serait vraiment par rapport à ça où j'aimerais qu'il y ait des choses qui changent. Parce que je trouve ça vraiment dommage. C'est une retraite sportive pour pouvoir avoir des bébés. Quoi. Et toi, Kadia? Pour moi, j'irais dans le même sens que vous toutes, en fait, parce qu'il faut savoir qu'en France, enfin, parmi les autres pays d'Europe, c'est un des pays où les jeunes pratiquent le moins le sport. C'est vrai? Ouais. Ok. Et donc encore moins les filles. Je crois que c'est à hauteur de 6% et peut-être 4%. C'est le pays le moins... Voilà. Et donc je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir déjà chez nous. Et ouais, que le plus de filles pratiquent une activité physique, que ce soit pour leur santé ou pour leur redonner la force, la confiance, le pouvoir. Trop bien. On va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup les filles d'avoir été parmi nous. C'est notre dernière émission de la saison sur Click, donc on est ravis de terminer sur cette note, pleine d'espoir et puis juste derrière les bleus pour les soutenir. Merci à Click et à Canal évidemment pour la confiance. On a kiffé animer cette émission avec Juliette. Tout nouveau. Ouais, merci Anthony, Karim, Camille, Julien, toute la team Click, Mouloud bien sûr de nous avoir fait confiance. Merci Juliette d'avoir été mon binôme. Non, c'est cool. Et puis, merci de nous suivre tous. Vous allez découvrir tout ça sur les réseaux. On va linker aussi les comptes des filles pour que vous puissiez les retrouver. Et merci de nous avoir suivis sur cette première saison Paulette Click.